Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1086, le dernier chapitre avant la pause d'Oda. Et autant dire qu'il nous a laissé sur une dinguerie. Le chapitre est stratosphérique, donc on va rentrer dans le vif du sujet directement. L'arme secrète de Vegapunk, les noms complets des 5 doyens, l'antéchrist de One Piece et Garling Figarland, on va parler de tout ça en profondeur, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, si vous aimez ce qu'on propose, n'hésitez pas à lâcher un j'aime pour nous encourager, à vous abonner pour rejoindre l'équipage et à mettre la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le chapitre commence sur les chapeaux de roue avec la suite des événements du 1085. On voit que c'est vraiment le bordel à Marie-Joise. La rêverie vient de se terminer, les gardes de Cobra le cherchent, le CP0 essaie de retrouver Vivi et Sabo, et on voit justement comment tout le monde a réussi à s'échapper. Et ils l'ont fait en profitant des départs des rois et en se cachant à bord de certains navires. Vivi et Wapol par exemple, ils ont réussi à s'échapper en se cachant sur le bateau du royaume d'Aegis. Et grâce à Morgans, qui a été contacté par Wapol, ils ont plus tard été secourus, ce qui explique leur présence avec lui au chapitre 1074. Sabo et Bonnie, quant à eux, sont aussi montrés, et on voit que Sabo s'est réfugié à bord du navire de Lulusia, expliquant comment il s'y est rendu, mais, hélas pour lui, une décision qui a été prise dans ce même chapitre a failli lui coûter la vie. Dans la Terre Sainte de Marie-Joise, Im va ordonner le test d'une arme nommée Mother Flame, construite par Vegapunk, qui est l'arme qui a détruit l'île de Lulusia, choisie comme cible par Imu après avoir intercepté l'appel entre Sabo et Dragon et avoir localisé ce dernier sur ce royaume au chapitre 1060. On apprendra plus tard, heureusement pour Sabo, que ce dernier avait déjà quitté Lulusia au moment où l'attaque a eu lieu, mais il a bien confirmé que l'île entière a été rasée et que tous ceux qui y habitaient sont morts, mis à part ceux qui ont quitté l'île avec lui dans l'intention de rejoindre l'armée révolutionnaire. Tout ça veut dire que Vegapunk a non seulement réussi à créer une arme capable de s'apparenter à une arme antique, mais en plus, il l'a mis à disposition du gouvernement mondial, ce qui vient encore plus renforcer le génie, mais aussi le manque d'éthique du docteur Vegapunk. Parce que même Dragon, lorsque Sabo lui raconte l'incident, élimine la possibilité que Vegapunk soit le créateur d'une arme aussi destructrice, alors que pourtant, il l'est bien. D'ailleurs, en faisant attention, Lucci, au chapitre 1062, nous avait déjà prévenu que la mise à mort de Vegapunk avait sûrement quelque chose à voir avec l'accident de Lulusia. Si le gouvernement est maintenant en possession de cette arme, alors ça annonce la couleur pour la guerre finale contre ces derniers. Mais une autre révélation encore plus folle a lieu pendant cette partie du chapitre, et c'est la révélation des noms complets de chaque membre du Gorosei. Comme le nom Gorosei l'indique, ces 5 vieilles étoiles ont tous des noms reliés aux astres du système solaire. Mais en plus, ils portent tous le titre de dieu guerrier, confirmant cette fois indéniablement qu'ils sont tous des combattants et qui plus est, des combattants puissants, expliquant leur statut élevé même chez les dragons célestes. On apprend aussi que chacun d'entre eux s'est vu attribuer un rôle précis au sein du gouvernement. Déjà, l'homme chauve, présumé détenteur du Shodai Kitetsu, se nomme Saint Ethan Baron V. Nusjuro. Le V dans son nom est sûrement une référence à Vénus, et il est le dieu guerrier de la finance. Puis, celui aux cheveux longs, qui se nomme Saint Marcus Mars, est le dieu guerrier de l'environnement. Celui avec la marque sur le front s'appelle quant à lui Saint Topman Valkyrie, un mot qui est sûrement une référence aux Valkyries et à la planète Mercure, qui se dit Mercury en anglais. Il est le dieu guerrier de la justice. Et je pense d'ailleurs, étant donné que son nom, Topman, veut littéralement dire l'homme au sommet, qu'il est probablement le plus puissant des membres du Gorosei. Quant au nom restant, on a celui avec la cicatrice sur le cou qui s'appelle Saint Shepard Jupiter, qui est le dieu guerrier de l'agriculture. Et enfin, Saturne, qui nous avait déjà été présenté au chapitre 1073, qui lui est le dieu guerrier de la défense scientifique, expliquant sûrement pourquoi il est celui qui se rend sur Egged. On connaît donc enfin, à présent,
les noms complets des membres du Gorosei et leur rôle. Mais pas que, étant donné que le chapitre va aussi, à travers la discussion entre Sabo, Dragon et Ivankov, nous donner une information capitale sur Im et sur la figure qu'il représente dans One Piece. Après que Sabo ait mentionné son nom, Ivankov va faire le lien avec un des 20 rois initiaux ayant fondé le gouvernement, comme Cobra lui-même l'avait fait lors du chapitre précédent. Mais contrairement à cette fois où Im avait réduit Cobra au silence, là, Ivankov va donner le nom complet. Le nom de ce roi était Imu de la maison Nerona. Ce qui est intéressant avec ce nom, c'est sa référence religieuse cachée. Dans la religion chrétienne, la fin du monde est un sujet souvent abordé. Et dans sa légende existe le mythe de l'Antéchrist, une figure censée répandre le chaos, la famine et la cruauté sur terre et opposée à la figure du Messie qui lui est représenté comme le sauveur. Cet Antéchrist serait identifiable selon la légende par un nombre, le nombre de la bête. Dans Apocalypse 13-18, il est écrit que son nombre représente un homme et qu'il est 666. L'homme relié à ce chiffre, selon beaucoup de théologiens, serait l'empereur romain Néron. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on additionne les valeurs numériques qui, en hébreu, représentent le nom Néron, on obtient le nombre 666, donc le nombre de la bête, celui de l'Antéchrist. Une courte vidéo sur le sujet sera dans le lien de la description pour vous, comme ça vous pourrez la voir après si ça vous intéresse. Le roi Néron est également décrit comme l'un des tyrans les plus cruels de l'histoire. Ses actes et ses travers sont tellement graves que je ne peux pas les citer ici sans risquer une censure. Donc, pour en savoir plus, il faudra fouiller l'histoire et vous faire votre propre opinion. Du coup, ce serait donc de là que viendrait le nom Nerona, plaçant Im comme la figure de l'Antéchrist dans One Piece, opposé à la figure du Sauveur, le Messie, qui lui est représenté par Luffy, Joy Boy. Là voilà donc la magnifique métaphore qu'Eiichiro Oda vient nous sortir pour Im. Dans un seul et même chapitre, Oda nous aura non seulement révélé le nom d'Im, mais aussi celui du Gorosei ainsi que leurs fonctions. 3 révélations capitales dans l'histoire du manga. Mais un événement supplémentaire du chapitre va lui aussi nous faire des révélations tout aussi importantes. Et c'est l'exécution de Saint Myoshgard. Après les événements concernant la tentative de meurtre sur Saint Carlos et la décision de Myoshgard d'aider et de porter la responsabilité des actions de Léo et Sai, on nous avait appris que les chevaliers divins avaient pris l'affaire en main. Et pour la première fois dans le manga, l'un d'entre eux fait une apparition. Et pas n'importe lequel, le commandant suprême des chevaliers divins, Garling Figarland. Étant de la famille Figarland, ce dernier serait donc relié à Shanks, qui appartiendrait à cette même famille. Et je pense qu'il est normal de se demander s'il ne serait pas le vrai père de Shanks. Et pour vous donner une réponse honnête, c'est très difficile de le confirmer. Non seulement parce qu'on ne connaît pas son âge exact, mais aussi parce qu'avec le gouvernement et le fruit du bistouri, déjà qu'il a l'air âgé, il pourrait être immortel. Vu son rang, Imu aurait très bien pu décider de lui donner ce privilège. Donc personnellement, pour l'instant, je le vois plus comme le patriarche ou le chef actuel de la famille Figarland jusqu'à ce qu'on ait plus d'informations sur le sujet, avant d'affirmer qu'il est le père de Shanks. D'ailleurs, on fera une vidéo sur Shanks bientôt, donc on ira plus en profondeur à ce moment-là. En tout cas, une chose est sûre, il est un personnage extrêmement important. Parce que non seulement il est le chef des chevaliers divins, mais en plus, il était l'ancien roi de God Valley, la terre des dieux. Voulant dire que soit la famille Figarland est la famille royale de God Valley, soit la souveraineté de cette terre était accordée au chef des chevaliers divins, étant donné que ces derniers sont ceux qui jugent même les dragons célestes, il serait le plus qualifié pour régner sur eux. Il a aussi un style particulier, sa coiffure en croissant de lune, son visage refermé, sa veste de chevalier divin, son épée sobre mais classe, qui est d'ailleurs sûrement une des 12 lames suprêmes. Tous ces éléments annoncent la couleur concernant son personnage. Un homme froid, calculé et sûrement extrêmement puissant. C'est d'ailleurs sans aucune compassion que ce dernier a froidement mutilé Saint Myoshgard en le torturant et l'accrochant sur une croix qui représente le symbole du gouvernement mondial, tout en terminant le chapitre sur ces mots: ceux qui défendent les moins que rien valent encore moins qu'eux. Même si Myoshgard est gravement blessé, rien ne confirme qu'il est déjà mort. Mais je pense que ce que cette partie du chapitre nous montre, c'est déjà le statut des chevaliers divins, capables d'exécuter des dragons célestes comme si de rien n'était, mais aussi la perfidité des Tenryubito. Le seul parmi eux qui était doué de bon sens et de compassion a été cruellement exécuté. Donc en ce qui me concerne, c'est avec impatience que j'attends que l'armée révolutionnaire et Luffy rasent Marie-Joise de la carte. Et étant donné les événements de la rêverie, ça pourrait être pour bientôt. Donc, avant de conclure,
il y a d'autres éléments du chapitre à noter que j'ai trouvé intéressants. Déjà, pendant l'échange entre le Gorosei et Im, deux choses se passent. Quand Im a ordonné l'attaque sur Lulusia, Mars a répondu que le monde bouge selon la volonté du créateur, ce qui pourrait vouloir dire qu'Im est la personne à l'origine de la création du gouvernement mondial. Ce dernier pourrait être la figure qui a rassemblé les 20 royaumes à l'époque, expliquant pourquoi le Gorosei aurait décidé de se soumettre à sa volonté. Son immortalité, sûrement conférée par le fruit du bistouri, aurait aussi pu être un élément convaincant, chose qui est d'ailleurs mentionnée par Ivankov dans le chapitre. Im aurait donc été l'élément ayant permis non seulement la fondation du gouvernement, mais aussi sa victoire contre les Dits lors du siècle oublié, peut-être en leur fournissant des armes antiques ou grâce au trésor de Marie-Joise qui pourrait bien être l'arbre des fruits du démon. Tous les scénarios sont devenus possibles maintenant. C'est aussi dans ce passage qu'on aperçoit Im ordonner la capture de Vivi, chose qui, on le devine, risque de créer une situation problématique. Mais avec le message que Cobra a confié à Sabo au 1085, l'armée révolutionnaire devrait bientôt croiser la route des Mugiwara et Luffy prendra sûrement la décision de protéger Vivi, qui pourrait faire son retour dans l'équipage, ce qui serait incroyable. Et étant donné qu'elle est soupçonnée d'être une arme antique, elle aura, elle aussi, son importance au sein du groupe. Toujours en rapport avec Vivi, on apprendra que Wapol ne l'a pas encore averti pour ce qui arrivait à Cobra, donc on pourrait peut-être assister à cette scène dans les prochains chapitres, après la pause d'Oda. Et pour finir maintenant, pendant le chapitre, on a aussi eu des nouvelles de la marine, qui est complètement débordée entre la fin de la rêverie, la dissolution des grands corsaires et toutes les révolutions qui ont lieu dans le monde. On peut d'ailleurs voir les premières apparitions des séraphins de Moria, Doflamingo et même Crocodile, qui aident les soldats de la marine à travers le monde. Et ça veut aussi dire que maintenant il ne reste que Teach et Law pour avoir la collection complète des anciens corsaires séraphins. L'auteur va d'ailleurs nous préciser, concernant la marine, que leur puissance militaire vient de rentrer dans une nouvelle dimension, faisant clairement référence au SSG et aux séraphins. Et je pense que c'est une manière pour l'auteur de nous préparer aux affrontements entre justement la marine, les pirates, le gouvernement mondial et toutes ces factions-là. Donc on aura une vidéo sur le sujet qui va sortir, ne vous inquiétez pas. On voit donc qu'Oda nous laisse aller en pause sur un chapitre complètement fou. Entre Garling Figarland, Im Nerona, les membres du Gorosei, je n'arrive pas à savoir laquelle de ces révélations est la plus folle. En tout cas, ce chapitre était incroyable et je suis pressé que le 1087 sorte. Du coup, partagez vos pensées sur le chapitre avec nous. Vous pensez quoi de ces révélations? Quel sera le sort de Vivi? Comment risque de se passer la rencontre entre Saturne et Luffy? Quelle sera la réponse de Dragon aux événements de la rêverie? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Oda sera en pause pendant 5 semaines, mais on a tout prévu pour vous garder occupé. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aussi, au retour d'Oda, on recommencera à couvrir les spoilers, mais ça sera sur notre nouvelle chaîne Mangamonde TV, où on fera aussi des lives, des discussions de chapitres et bien plus. Donc, si vous êtes chaud, vous avez le lien de la chaîne en description. Essayons de voir à quelle vitesse on pourra atteindre les 1000 abonnés. Je compte sur vous. Sur ce, c'était Mangamonde pour la review du chapitre 1086 et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.